Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce Think Retail 2022. Quel bonheur d'être réunis tous ensemble, en chair et en os, pour de vrai, comme disent les enfants. Je m'appelle Charlotte Legré de la Salle, je suis journaliste. Je suis ravie de vous accompagner ce soir dans ce lieu étonnant qui est synonyme de retail, bien sûr, mais qui est synonyme aussi de convivialité, de Dolce Vita. Pour cette nouvelle édition du Think Retail, les équipes de Google ont opté pour un modèle hybride. C'est le signe des temps. L'événement de ce soir sera donc retransmis online, en ligne, le 2 juin. Vous pouvez bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez derrière moi le hashtag d'aujourd'hui, évidemment, hashtag Think Retail 2022. La thématique que nous avons choisie aujourd'hui, c'est ce qui vous fait lever, ce qui nous fait lever tous le matin, c'est l'intention. Celle de vos consommateurs, celle de vos consommatrices, celle qui signale le désir d'acheter et celle qui est évidemment capitale pour vous. Comment la comprendre, comment l'analyser, comment la capter, c'est ce que nous allons découvrir à travers des plateaux exceptionnels d'invités, clients, agences qui sont là avec nous ce soir dans l'heure qui suit. Et sans plus attendre, je vais appeler maintenant François Loviton à me rejoindre sur scène, directeur Brands and Retail chez Google. Bonjour François. Bonjour Charlotte. Ça va ? Écoute, extrêmement bien. 4e édition de ce Think Retail et on le disait, on est content de se retrouver pour de vrai, vraiment en chair et en os physiquement, ça fait du bien. Effectivement, bonjour à toutes et à tous et quel bonheur de se retrouver. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir en physique et au nom de toute l'équipe de Google qui est présente aujourd'hui, merci de votre présence physique et merci aussi à toutes celles et ceux qui sont online et qui vont nous suivre toute la semaine. C'est une vraie dose d'énergie dont on a tous besoin. On en a besoin pour se connaître, se comprendre et travailler ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, chez Google, pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre ce Think Retail sous le signe de l'intention cette année ?
Alors c'est une très bonne question. En fait, on a tous vécu un Covid avec beaucoup d'incertitudes. Et maintenant que le Covid s'estompe, on s'est dit, bonne nouvelle, on n'a plus d'incertitudes, on revient à un monde normal. Et puis patatras, vous nous témoignez chaque jour, chacun et chacune, que l'incertitude persiste et même elle augmente. Le risque d'inflation, les problèmes de consommation, les problèmes géopolitiques. Et face à cette incertitude qui augmente, on s'est réunis chez Google et on s'est dit, en fait, il faut des points d'ancrage, il faut des socles fermes, en fait. Et les socles fermes, c'est les intentions qui, chaque jour, chaque seconde, sont sur nos plateformes par millions. Et on s'est dit qu'il fallait travailler sur ces intentions. Alors, depuis plusieurs années, on fournit déjà des outils pour lire ces intentions. Google Trends, on a aussi annoncé il y a 2 ans Inside Page dans Google Ads. Mais on s'est dit aujourd'hui, on allait mettre notre Think Retail sur l'angle des solutions pour être sûr que de l'intention, on en fasse quelque chose qui compte pour vous. Alors, pour vous aider à améliorer vos parts de marché, votre rentabilité et puis aussi faire connaître votre marque. Ce qui fait que le fil rouge de ce Think Retail, c'est l'intention qui compte. Sauf que, François, l'intention, ce n'est pas un concept nouveau. On en a déjà beaucoup entendu parler. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante aujourd'hui, particulièrement pour les retailers? Alors, tu as entièrement raison, Charlotte. En fait, l'intention est même au cœur de la mission de Google depuis 20 ans. Mais ce qui est nouveau depuis 2 ans, c'est 3 choses. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'intentions commerciales sur nos plateformes. Je vais juste prendre un exemple. Sur la verticale ameublement, plus 33% de requêtes en plus depuis 2019. Deuxième changement, c'est que les requêtes n'ont jamais été aussi variées et complexes. Il y a un chiffre important qu'on n'a jamais communiqué. Sais-tu chaque jour qu'il y a 15% de requêtes qui n'ont jamais été posées sur notre moteur de recherche? Alors, il s'agit potentiellement d'une recherche d'un nouveau produit qui vient de sortir, d'une nouvelle tendance, mais aussi une nouvelle formulation d'une requête qu'on n'a pas vue précédemment. Et puis la troisième évolution, c'est aussi la pertinence de notre moteur de recherche qui, grâce au machine learning et l'intelligence artificielle, est beaucoup plus précis. Si on prend depuis le début de l'année, par exemple la catégorie habillement, on a 2 fois plus de clics en croissance que de requêtes. Ça veut dire que les réponses qu'on apporte à ces nouvelles intentions sont beaucoup plus précises. Et tout ça, c'est grâce au machine learning. Notre moteur de recherche a été complètement redéveloppé ces 5 dernières années. Et Bénédicte Hibert va nous démontrer tout à l'heure et illustrer ce changement avec une belle interview d'un ingénieur Google. On va écouter ça. On a une salle remplie de retailers ce soir. Étant donné le contexte, on en a parlé, étant donné les outils Google qui existent, comment les retailers doivent-ils s'adapter pour justement mieux capter cette fameuse intention? Alors, je pense, avant de dire ce qu'ils doivent faire, je pense qu'il faut souligner l'extraordinaire travail fait ces dernières années par les commerçants et les marques qui sont ici présentes. En termes de résilience, de capacité d'innover et de s'adapter, on a été tous bluffés par la transformation du retail ces 2 dernières années. Maintenant, pour capturer encore plus ces intentions, peut-être 3 recommandations. La première, c'est qu'effectivement, il faut aller encore plus loin dans la fin du funnel. On a ce fameux funnel qui est l'apanage de tous les marketeurs. Et en fait, le funnel n'existe plus. Le parcours d'achat linéaire n'existe plus. Il faut se laisser guider par l'intention des consommateurs. Et on a de nombreuses études par secteur qui montrent ce qu'on appelle, nous, le messy middle, qui est l'oscillation des consommateurs entre évaluation et exploration, tout ça avant d'aller acheter. Et il faut intégrer ce nouveau paradigme. Le deuxième conseil, c'est d'aller un cran plus loin dans l'automatisation grâce au machine learning. Et on aura une démonstration avec notre solution révolutionnaire, Performance Max, qui sera illustrée par Vestiaire Collective. Et j'aurai le plaisir aussi d'avoir un dialogue avec Stéphane Lévy pour comprendre aussi comment cette automatisation impacte le monde des agences. Enfin, le dernier changement, et le plus important peut-être, c'est se préparer à un monde plus frugal en données. Ce qui est un paradoxe. On parle beaucoup plus d'intention, mais on aura aussi moins de données à exploiter. Pourquoi ? Parce que là se joue la confiance que l'on a les uns et les autres, et les commerçants et les marques avec les consommateurs, mais aussi la sécurité et la protection de la vie privée. Il faudra faire plus avec moins de données. Tu conjugues tes verbes au futur. Si on se projette justement dans ce futur, c'est quoi ta vision pour demain et même pour après-demain ? Alors, ce n'est pas seulement ma vision, c'est la vision collective qu'on a chez Google grâce aux plateformes qui mesurent un peu ces tendances. La première, sans surprise, c'est l'e-commerce. Alors, c'est une banalité, mais une formidable accélération d'e-commerce pendant les 2 années de Covid. Alors, on a des témoignages de certains d'entre vous qui nous disent « Ah oui, mais on voit en ce début d'année une forme de plateau sur certaines catégories. » Mais en fait, la tendance à 2025, c'est plus de 25% de croissance. Alors, il faut s'y préparer. Et là, la clé, c'est l'expérience client.
Et on a un benchmark qui n'est pas très loin, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, c'est le marché anglais qui est beaucoup plus avancé que le marché français. La deuxième évolution, c'est l'omnicanalité. Alors, les grands gagnants du commerce de demain seront ceux qui ont réellement mis en place une stratégie omnicanale. Une stratégie omnicanale, ce n'est pas juste aligner des canaux entre eux. C'est enfin, au sein de chaque commerçant, casser les silos. Et ce n'est pas simple. Il s'agit par exemple de mesurer chaque euro investi en impact online et en impact offline. Et on a de nombreux cas d'école chez Google qui permettent de démontrer que quand on met 1 euro et qu'on l'investit avec cette logique d'omnicanalité, on a à la fois de l'incrémentalité sur les ventes online et les ventes offline. Et puis la troisième tendance, c'est la vidéo. La vidéo qui est en fait un média, mais qui est aussi de plus en plus une plateforme de commerce. Et on a chez YouTube aujourd'hui YouTube qui est plus seulement une plateforme d'inspiration, mais aussi une plateforme de commerce. Et on aura l'illustration avec le cas de Back Market qui utilise YouTube au cœur de sa stratégie. Mais je voudrais conclure peut-être cette introduction avec un message optimiste. Alors j'ai commencé avec ce message un peu peut-être anxiogène sur l'incertitude et le fait de naviguer un peu dans le brouillard. Mais en fait, on n'a jamais eu autant d'informations, et quand je dis on, c'est collectivement commerçants, marques et nous, Google, à mettre à disposition des commerçants. On n'a jamais eu autant de technologies et aussi de compétences et d'équipes capables d'exploiter ces technologies pour créer toutes ces opportunités-là. Merci beaucoup François. On l'a dit, Google a aujourd'hui les moyens d'aller chercher, d'aller capter cette intention qui compte, et grâce notamment, tu l'as dit, au machine learning. Mais concrètement, on va voir comment ça fonctionne. On va le voir en images dans une seconde. On va le voir surtout grâce à Bénédicte Hibert, que j'appelle à me rejoindre sur scène. Et François peut regagner sa place. Merci. Bonjour Bénédicte. On l'a compris, hein, on l'a dit, le consommateur aujourd'hui, il est à la fois libre et en même temps complexe. Il est difficile à saisir. Est-ce qu'il est complètement insaisissable pour autant? Pas forcément, c'est justement ton rôle chez Google de comprendre ce consommateur, de le décrypter. Est-ce que tu peux nous décrire justement quelle est ta mission? Oui, alors je suis experte en tendance consommateur chez Google. Donc l'idée, c'est que les partenaires vont venir me voir pour essayer de comprendre, de décoder ce que veulent les internautes pour y voir plus clair. Et y voir plus clair, c'est pas facile, effectivement, quand on voit le niveau d'incertitude dans lequel on est, bien sûr. Donc, par exemple, on constate aujourd'hui qu'il y a une hausse de 600% des requêtes autour de l'inflation au premier trimestre 2022. Donc on le voit clairement, les Françaises, les Français se posent des questions sur l'avenir de leur pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'ils font? Un quart d'entre eux vont aller sur le digital pour essayer justement d'anticiper, de prévoir, de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire. Et ça, on le voit aussi sur nos plateformes. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation des requêtes autour de catégories très quotidiennes comme donc la viande, on a 3% d'augmentation, les pâtes 4%, l'habillement 12%, les produits pour bébés 4% également. Donc, Alors, de plus en plus de requêtes qui sont également de plus en plus nombreuses, voire contradictoires, parfois, on l'a dit. Ça veut dire beaucoup de signaux à capter. Oui, alors c'est bien sûr une formidable chance, on va pas se le cacher, mais c'est aussi un défi, et vous le disiez, c'est parfois contradictoire, parce que nous sommes des êtres paradoxaux. Les paradoxes, on ne les lâche pas. Quand on va sur le moteur de recherche, forcément, il y a des requêtes qui sont contradictoires. Notre rôle, ça va être de prendre du recul, décoder l'intention qu'il y a derrière l'ensemble de ces fragments. Mais la question, c'est comment on fait justement pour se servir de toutes ces informations à la fois rapidement et à la fois efficacement? Pour ça, on a un atout fantastique qui est notre technologie. Concrètement, il y a des milliers d'ingénieurs qui chaque jour travaillent à la façonner, l'implémenter, l'optimiser, pour qu'on puisse justement vous aider à décoder cette attention, pour que vous puissiez leur apporter la meilleure réponse. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'un d'entre eux, Tom, qui va nous expliquer justement comment son équipe, elle construit cette technologie, qui va être capable d'analyser un nombre de données colossal, mais aussi de faire face à la frugalité des données dont parlait François. Comment est-ce qu'on réconcilie les signaux manquants? Comment est-ce qu'on extrapole? Et je vous propose peut-être de regarder ça directement en vidéo. C'est parti. Bonjour Tom, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Alors Tom, tu es ingénieur chez Google Arts and Culture, une institution à but non lucratif dont l'objectif est de rendre l'art accessible à tous et à toutes.
Pour ça, vous avez des milliers de partenaires, vous êtes présents dans 70 pays et surtout, vous avez 6 millions d'artefacts à valoriser. Concrètement, quel défi ça pose d'avoir une telle masse de données? Alors effectivement, des défis, il y en a beaucoup. Comme tu l'as dit, il y a 6 millions d'artefacts. Parmi ces artefacts, il y a des choses très connues, des Frida Kahlo, des Van Gogh, bien sûr. Et puis, il y a aussi une très longue traîne de documents, d'objets qui sont faiblement annotés. Donc, on a un problème de métadonnées parcellaires ou manquantes qui fait que, concrètement, ces documents sont difficiles à trouver, tout simplement sur la plateforme et sur Internet. C'est hyper intéressant parce que tu vois, on a des métiers qui sont très différents, on est dans des domaines différents et pourtant je vois vraiment des parallèles avec nous, ce qu'on a à gérer comme problématique. Nos enseignes, elles ont elles aussi un catalogue incroyable avec des millions de références et elles sont pas toutes annotées de la même façon, il n'y a pas toutes la même qualité de métadonnées. Comment vous faites concrètement? Comment vous utilisez la technologie pour augmenter ces informations? Alors bien sûr, il y a plusieurs façons, plusieurs techniques. Pour te donner un exemple très concret, un projet qu'on a fait quelques années avec la collection Time Life, qui est une collection de photographies journalistes qui contient plus de 2 millions de photographies, qui est très très faiblement annotée pour la plupart. Il y a juste un titre ou une date ou le nom du photographe. Et pour ça, on a utilisé des modèles de machine learning qui nous ont servi à annoter ce que décrivent les photographies, ce que contiennent les photographies, les objets, etc., pour les rendre plus facilement découvrables et les faire valoriser dans la plateforme. Par exemple, maintenant, on sait que parmi les 2 millions de photographies, il y en a 30 000 qui contiennent un chapeau et qu'il y a 8 fois plus de chapeaux de cow-boy que de chapeaux melon dans la collection Time Life. Incroyable. Alors, on a parlé de l'offre, comment est-ce qu'on la valorise, mais on n'a pas encore parlé de la demande. Ce qui est problématique sur le digital, c'est que parfois, on a des signaux manquants, on a une image peut-être un peu floue ou parcellaire de nos internautes. Comment est-ce que vous utilisez la technologie pour trouver la pièce du puzzle manquante, en fait? On va essayer d'extrapoler, donc on peut construire des modèles statistiques, par exemple. C'est ce qu'on a fait avec un projet qui s'appelle Klimt Color Enigma. C'est l'histoire de 4 tableaux de Klimt qui ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été détruits. Et tout ce qui nous en est resté, c'est des photographies en noir et blanc d'époque. Et donc on a fait appel à des experts. On a compulsé toutes les données qu'on avait sur Klimt pour créer un modèle de machine learning qui nous a permis de recoloriser ces tableaux qui étaient perdus. Vous déterrez des trésors, vous ramenez à la vie des trésors, c'est assez incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes que vous avez pu faire au cours de vos expérimentations? Oui, une des missions de Google Arts and Culture, c'est de mettre la technologie au service de ces contenus culturels. Et souvent, ça passe par des explorations et des nouvelles corrélations, des choses des liens qu'on essaye de créer qui ne sont pas forcément visibles ou connus. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Runway Palette qu'on a fait avec un partenaire Business of Fashion qui nous a fourni 300 000, je crois, photos de défilés de mode de différents créateurs de différentes collections, différentes saisons. Et nous, on a utilisé un algorithme de réduction de dimension qui s'appelle TSNE qui permet en fait de créer une carte. Et là, c'est une carte qui va grouper toutes ces photographies par proximité de palettes de couleurs. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, par exemple, découvrir des rapprochements assez inattendus entre deux créateurs de collections, etc. Peut-être en déduire des influences ou ce genre de choses. C'est hyper intéressant parce que même si je suis plus loin que toi des défilés de mode, je vois vraiment des parallèles entre nous, ce qu'on a à faire. Et c'est vrai qu'en fait, on a un point commun qui est très clair, c'est la technologie et comment est-ce qu'on la met au service de nos partenaires. Tu vois, quand tu me parles de nouvelles façons de naviguer, moi, ça me fait vraiment penser à des produits comme Multisearch, où, je ne sais pas si tu connais, mais tu vas aller prendre une photo dans la rue d'une robe qui te plaît, tu vas avoir les références qui ressemblent, tu vas pouvoir affiner tout ça en disant je veux la bleue, je veux la verte, donc c'est absolument fascinant. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, nous aussi, intégrer cette technologie dans le search, dans YouTube, pour qu'on puisse en faire bénéficier nos partenaires. Merci Tom de nous avoir partagé un peu de la magie de ton quotidien. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, incroyable connexion, incroyable potentialité surtout. On a rarement vu une application aussi concrète et belle d'ailleurs du machine learning. Et merci Bénédicte pour cet échange passionnant et de s'être prêté au jeu des caméras. Quand on parle de capter l'intention, on parle souvent de ce qu'elle implique.
pour le marketing. Or, l'intention et les signaux du consommateur sont une priorité pour toutes les fonctions des retailers. À mes côtés, pour en parler, Céline Vilquet, Chief Operating Officer d'une licorne française bien connue, qui depuis sa création s'est donné pour mission de révolutionner l'univers du bricolage. J'ai nommé, vous l'avez deviné sûrement, Mano Mano. Et puis, pour l'accompagner, Nicolas Dupont-Fauville, qui dirige l'entité Pure Player chez Google. The floor is yours. Merci Charlotte. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Céline. Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Céline, tu es tout simplement l'une des personnes qui connaît le mieux le retail et le digital en France. Tu as commencé ta carrière chez Colgate-Palmolive, tu as ensuite été chez McKinsey, tu as rejoint Pixmania en tant que directrice exécutive, directrice marketing. En 2012, tu rejoins Amazon où tu occuperas plusieurs postes, dont celui de directrice de la marketplace, directrice de plusieurs catégories, de l'électronique, de la maison, des loisirs, et tu occuperas aussi des responsabilités à l'échelle européenne, notamment les relations avec les vendeurs. Ça fait plus d'un an que tu es COO, comme on dit en bon français, chez Mano Mano, et tu es plus particulièrement en charge de l'exécution de la stratégie commerciale et des opérations. Et à ce titre, on est très honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a très envie de savoir si, comme nous, tu penses que c'est l'intention qui compte. Mais juste avant, j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur Mano Mano. Vos prises de parole sont assez rares, en réalité. Et on aimerait en savoir un peu plus sur cette belle licorne qui est devenue totalement iconique dans l'écosystème français. Mano Mano, on va commencer par qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est le spécialiste européen du bricolage, de la maison et du jardin en Europe. Finalement, on est resté fidèle à la vision des deux fondateurs, Philippe de Chanville et Christian Resson, qui est de révolutionner, c'est vrai, cette verticale avec un savoir-faire digital pour mettre en relation nos 50 millions de clients européens avec nos 4000 marchands partenaires. En chiffres, on a dépassé la barre du milliard de volume d'affaires dès 2020. On opère sur 6 pays européens. Donc voilà, c'est une licorne française mais européenne. On a 1000 employés aujourd'hui répartis dans nos plusieurs pays européens. Et en termes de vision de où on veut aller, on l'a parlé, on est encore en France et particulièrement en France, mais aussi à l'Europe, le marché du bricolage et maison reste encore très peu digitalisé. Sur notre marché des particuliers, Mano Mano, on a un marché de 200 milliards à l'Europe qui s'est fortement digitalisé avec le Covid, certes, mais qui reste encore faiblement digitalisé. Donc on a, nous, des très belles opportunités de croissance sur ce marché B2C. On adresse également avec Mano Mano Pro nos professionnels, le B2B. Là, c'est un marché de 400 milliards au niveau européen. Et là aussi, encore moins digitalisé. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et une des choses qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de faire cette croissance de manière la plus vertueuse et durable possible. Et ça, en le faisant avec nos clients, nos partenaires, nos marques dans cet écosystème. Des chiffres totalement vertigineux. Peut-être avec cette grande expérience que tu as du retail, une singularité de Mano Mano que tu aurais envie de mettre en valeur ce soir? Oui, c'est des choses qui sont effectivement un modèle qui est très spécifique et assez unique même dans le monde en fait. La première chose, c'est que c'est une pure marketplace. Donc au départ, on a expliqué que ça ne marcherait jamais, parce qu'un modèle pure marketplace, c'était voué à l'échec. Donc on est content de démontrer qu'on a parfois raison de ne pas écouter et de croire. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, nous, en conflit avec nos marchands partenaires ou nos marques, avec notre activité retail. On est vraiment dans un mode de partenariat pour développer leur activité. Et ça nous donne une grande liberté et un vrai sens du partenariat à long terme. L'autre chose qui est spécifique, c'est qu'on est un spécialiste. Et donc, on a une connaissance fine de notre industrie, de nos produits, des services, de tout l'écosystème. Il y a beaucoup d'enjeux aussi légaux. On en a parlé de certains qui sont communs à nous tous, mais on en a des spécifiques. Et donc, cette spécialité, d'être très spécialisé dans une verticale, c'est aussi un des éléments singuliers de notre modèle. Et le troisième, qui est pour le coup aussi très spécifique et un vrai parti pris, c'est qu'on est un modèle de marketplace spécifique, sélectif. C'est-à-dire qu'on choisit avec qui on travaille. En termes de partenaires. Vous ne pouvez pas vous enregistrer en termes de partenaires sur Mano Mano comme cela. C'est un vrai choix. C'est très important parce qu'on veut s'inscrire dans la durée de manière responsable et pour ça on veut choisir avec qui on travaille, partager les mêmes valeurs et développer une relation humaine. Et ça c'est aussi un élément de singularité chez Mano Mano, c'est qu'on parle
tous les jours à nos partenaires avec nos équipes. Merci Céline. On va parler maintenant un peu des clients. Comme tu le sais, on a placé cette soirée sur la racine du retail, ce qui soutient l'intention, la raison d'être de Google aussi. Aujourd'hui, chez ManoMano, comment est-ce que vous décryptez ou vous prenez le pouls de cette intention et peut-être comment est-ce que vous la retranscrivez dans vos différentes lignes métiers et peut-être votre prise de décision? Alors je crois que, François, tu as cité des chiffres qui nous rendent très humbles, parce que 15% de requêtes nouvelles chaque jour. On a parlé aussi des complexités des machine learning qu'il faut mettre en place. Nous, en fait, le principe même d'une marketplace, c'est un parti pris très fort sur cette question. C'est de se dire qu'en fait, la réponse, c'est d'avoir toute l'offre. Donc c'est une profondeur de gamme extrêmement importante. Donc nous, on est persuadé que la tail est extrêmement importante. Il faut avoir la head, bien sûr, mais la long trend, c'est extrêmement important et c'est une manière de ne pas faire les choix à la place du client, simplement de s'assurer qu'on couvre l'ensemble des besoins. Évidemment, quand vous avez une profondeur de gamme aussi importante, ensuite, ce qui est clé, c'est l'aide au choix. Et donc, c'est aussi de venir aider le consommateur. Et là aussi, il faut être humble, parce que c'est fini les segmentations clients où on peut mettre les gens dans les cases. Ça va dépendre de leur projet, du moment. Même ils changent au moment d'un parcours client. D'ailleurs, on a envie qu'ils changent, par exemple. Parce que nous, l'offre responsable, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Et donc, apporter la bonne information au bon moment pour pouvoir aider les clients finalement à se dire tiens, il y a une alternative beaucoup plus vertueuse pour pouvoir opérer mon choix. Ça, c'est une manière aussi de venir, non pas changer leur intention, mais simplement leur amener l'information au bon moment dans leur parcours client. Donc c'est l'offre la plus large, c'est du conseil. Et là aussi, c'est une particularité du modèle que je n'avais pas mentionné. Je vous ai parlé du côté humain. On croit beaucoup aux algorithmes, on investit beaucoup dans le machine learning, la data science, etc. C'est extrêmement important. Mais on croit aussi beaucoup à l'humain. C'est notre côté hybride à nous, parce que nous, on n'est pas omnicanal. Et pourquoi l'humain? Parce qu'on pense que, tout simplement, avoir à un moment donné ce service de se dire, bon, moi je suis paumé, donc c'est le paradoxe du choix, j'ai besoin d'aide, ou même si vous avez la meilleure fiche produit, il va manquer une information, il y a un besoin de réassurance. Bien, on met à disposition une communauté qu'on appelle les Man Advisors. Donc, ce sont des experts de nos univers qui vont répondre à nos clients au moment où ils en ont besoin, toujours disponibles, pour pouvoir répondre à ce besoin et les aider à traduire cette intention en conversion. Et on sait combien c'est important pour nous tous. Sur les pros, on a le même type de service. Là, ce sont des experts vraiment très spécialistes parce qu'on parle à des pros du bâtiment, donc vous avez un besoin d'expertise évidemment très poussé. Mais là aussi, on investit beaucoup sur l'humain, même en digital, et on est convaincus, nous, dans notre verticale, qui certes est une verticale assez technique finalement, de l'importance de cet élément-là. Et peut-être pour finir, il y a peut-être une dernière chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'on ne pense plus uniquement effectivement produit. Donc on a beaucoup réfléchi à requête produit, offre, j'en ai parlé. Mais finalement, dans notre univers, mais je pense dans beaucoup d'univers, il faut réfléchir projet. Et puis au-delà des projets, même des services. Donc on est dans un écosystème et il faut être capable de couvrir l'ensemble de ces choses. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Nicolas, parce que fait Google en fait sur la requête produit, on sait, mais sur cette démarche de projet, de mieux capter l'intention de projet? Alors c'est vrai que sur cette notion de projet, c'est une notion qui me parle puisque je suis un bricoleur. Je pense qu'il y a peut-être deux éléments de réponse. Un pour rebondir sur les propos de François. Le moteur de recherche, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les requêtes, ou en tout cas la sémantique, change énormément. Et autant il y a quelques années, les consommateurs tapaient des recherches relativement simples autour de mots-clés. Aujourd'hui, ils parlent à notre moteur de recherche comme à un ami ou à un conseiller. Et donc c'est vrai qu'on a des requêtes qui ressemblent aujourd'hui à de la recherche d'informations sur des projets. Et c'est vraiment tout le but de notre moteur, c'est d'être en mesure d'analyser de manière plus fine ces requêtes pour toujours mettre plus en relation avec les bons tiers de confiance, les bons partenaires, les bons retailers qui vont l'aider à affiner ses choix et ses projets. Et puis je pense que tu me vois venir, il y a probablement la plateforme des projets, c'est YouTube. C'est une plateforme qui est absolument formidable, on y trouve toutes les informations dont on a besoin. C'est la plateforme de toutes ses passions. On peut y faire absolument n'importe quoi et c'est vrai que je pense qu'on l'a tous expérimenté entre quand on veut poser un nouveau joint de carrelage dans sa salle de bain, creuser une piscine ou bien réfléchir à la décoration de sa maison sans fashion faux pas. Clairement, on va trouver tout ce qu'on veut sur YouTube. Et je pense que tu as raison, c'est important cette notion de projet. Et il y a deux choses qu'il faut qu'on reprenne nous en tant que retailer. C'est
des clés d'entrée et des parcours clients qui sont adaptés au projet aussi, c'est très important. Pensez encore une fois à cette notion de service. Pensez aussi à la complémentarité de l'acte d'achat, parce que quand voilà, tu achètes le carrelage, quel colle, donc qu'est-ce qui est compatible, pas compatible. Tout ça avec nos bases d'informations et de produits qui sont gigantesques, c'est des challenges évidemment techniques très, très importants. Mais c'est effectivement là-dessus qu'il faut qu'on continue à s'améliorer, je pense tous, parce que je pense que ce n'est pas spécifique au bricolage ou à la maison, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes effectivement à continuer à creuser. Par exemple, on a récemment créé des espaces projets par pièce, par exemple. Donc c'est des nouvelles manières, des nouveaux parcours pour mieux capter l'intention des clients et leurs besoins. Absolument. Je te propose, Céline, pour conclure notre propos, qu'on aille sur une série de partis pris. On sait que souvent le succès de retailer réside sur des partis pris qui sont forts et on aimerait bien avoir ta vision flash sur les partis pris de Mano Mano. Premier parti pris, tu as déjà un peu répondu, mais assortiment infini ou sélection? Alors, assortiment infini, mais sélection des partenaires. Voilà, pour maîtriser la qualité de l'offre et encore une fois créer des partenariats à long terme. En numéro 2, créateur de désir ou accompagnateur du besoin? Alors nous, on est humble sur nos catégories, on est plutôt accompagnateur du besoin. En revanche, sur ce côté responsable dont j'ai parlé, je pense qu'il faut qu'on soit révélateur de besoins. On a un vrai rôle à jouer. Il faut donc on travaille sur l'offre responsable, mais pas que. Il y aura d'autres interventions sur ces sujets, mais là, il faut qu'on soit révélateur. 100% digital at scale ou une touche de local? 100% digital at scale. Notre touche de local, elle est dans nos pays. Il n'y a pas de consommateurs européens, ça ne veut rien dire. Il n'y a que des consommateurs dans chaque pays. C'est une offre qui doit être localisée, des services localisés, des moyens de paiement localisés, des moyens de transport localisés. On n'en a pas du tout parlé, mais évidemment, l'intention d'achat, c'est bien. Mais l'excellence opérationnelle dans la manière, c'est l'autre casquette qui parle de mon job, sur les opérations, mais être capable de répondre. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la fiabilité, la rapidité de livraison. On peut décréter que ce n'est pas bien, mais la réalité, c'est que c'est un fait aujourd'hui. Donc rapide, fiable, efficace, un service client irréprochable. Et ça, c'est des investissements techniques et humains qui sont évidemment très importants. Et enfin, sur la consommation responsable, choix d'entreprise ou choix du consommateur? Pour nous, c'est un devoir d'entreprise, mais un choix des consommateurs. On ne doit pas être moralisateur, on n'est pas là pour donner des leçons à nos clients. En revanche, on a un peu plus envie de le faire dans notre industrie, parce qu'aujourd'hui, l'information n'est pas forcément disponible, elle n'est pas structurée, elle n'est pas forcément disponible. Il faut qu'on aille la chercher en partenariat avec les marques, avec nos partenaires. Il faut qu'on les accompagne. Et nous, notre volonté, c'est de pouvoir structurer cette information de manière, encore une fois, à pouvoir la donner au client pour que lui, ensuite, fasse un choix, mais éduqué, pour, on l'espère, s'orienter vers des choix plus vertueux. Par exemple, ça va être l'origine du produit, quelle est la composition en matériaux, le niveau de recyclabilité, et puis pas mal de labels, etc. Devoir d'entreprise, choix du consommateur. On va rester sur cette phrase forte qui résonne, je pense, pour toutes et tous. Encore un grand merci, Céline, pour ta présence à nos côtés. Merci pour l'invitation. Merci, Charlotte. Merci beaucoup à tous les deux. On a vu comment l'intention est mise au cœur de l'activité du retailer. On va passer maintenant aux efforts marketing mis en place pour la capter. Avec cette première question concrète, quel est le bon mix marketing par optimal de marketing digital versus marketing traditionnel? C'est la question à laquelle se sont attelés le cabinet Analytic Partners et l'équipe Market Insights Google. Je vous propose maintenant d'écouter Tiffaine Guabo qui dirige l'équipe Market Insights pour l'Europe du Sud. D'ici 2025, les tendances montrent que le secteur du retail continuera à se développer en Europe, que ce soit en ligne ou dans les magasins. Le e-commerce aura le vent en poupe et gagnera en importance stratégique pour les retailers. En France, il devrait ainsi progresser de près de 24% contre 6% dans les achats en magasin et il représentera 37% de la croissance générée dans le secteur. Bien sûr, les magasins physiques sont et resteront essentiels au succès commercial de nombre de marques. Le e-commerce est donc une belle opportunité de revenus, à condition de la capter efficacement sur l'ensemble des canaux physiques et digitaux. Concrètement, comment faire ? Si la qualité de l'expérience client reste le facteur le plus déterminant pour convertir, un plan média inadapté peut vous faire sortir du champ d'attention des internautes lorsqu'ils explorent différentes options en ligne.
Il faut donc être présent tout au long du parcours d'achat pour accompagner le consommateur. Dans un contexte où les marges sont sous pression, il est crucial, premièrement, de bien comprendre l'impact du média de manière générale sur ces différents canaux et deuxièmement, de maîtriser le ROI de sa présence marketing en ligne et hors ligne. Sur le premier point, l'étude que nous venons de publier avec Analytic Partners, basée sur une analyse robuste de plus de 150 marketing mix models de retailers à travers l'Europe et les États-Unis, révèle la magnitude de l'impact du média sur les différents canaux de vente. Ainsi, on estime que 30% des ventes e-commerce sont influencées par le média traditionnel et digital, contre 10% des ventes en magasin. Le message ici est donc clair. Réussir en ligne implique une pression média d'environ 3 fois supérieure à celle nécessaire pour générer des ventes en magasin. L'étude met par ailleurs bien en relief la surperformance des médias digitaux pour influencer les ventes e-commerce. À titre d'exemple, la vidéo en ligne a une capacité 1,8 fois supérieure à générer des ventes en ligne que la télévision. Face à ce chiffre, on pourrait penser que le média digital ne stimule que les ventes en ligne, mais ce n'est pas le cas. L'étude d'Analytic Partners montre que le média digital est un moyen clé pour booster à la fois les achats en ligne et en magasin. En effet, on estime que pour un retailer omnicanal, les ventes générées grâce au média digital sont à 43% en ligne et 57% en magasin. Les investissements médias traditionnels génèrent quant à eux majoritairement des ventes en magasin, à 71%. Réussir à stimuler les ventes en magasin implique donc une bonne maîtrise du média digital. Or, déterminer le bon équilibre des dépenses marketing pour maximiser le ROI peut être complexe. L'étude suggère que les retailers omnicanaux devraient consacrer entre 50 et 70% de leur budget média aux canaux digitaux et entre 30 à 50% aux canaux traditionnels pour optimiser les synergies omnicanales. La voie médiane est une répartition 60-40. Bien sûr, il n'y a pas de modèle unique, car la combinaison d'investissements doit être constamment réévaluée en fonction du contexte de chaque retailer. Le modèle n'est pas non plus une garantie de succès. D'autres facteurs, tels que la créativité ou la qualité du targeting, contribueront à l'efficacité d'une campagne. En tout cas, ces insights fournissent un point de départ solide à la réflexion. En résumé, si les retailers veulent capter la croissance du secteur dans un avenir proche, ils doivent intégrer le marketing digital en bonne place dans leur stratégie, car il irrigue tous les canaux. N'hésitez pas à consulter la totalité de notre étude sur le site Think with Google. Voilà, un subtil équilibre à réévaluer sans cesse, trouver la bonne place. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les solutions publicitaires qui fonctionnent pour capter efficacement cette intention des consommateurs dont on parle aujourd'hui? Pour y répondre, nous avons fait appel à 3 marques incontournables qui ont accepté de partager leur retour d'expérience et de se prêter au jeu des caméras. Et d'ailleurs, on les remercie chaleureusement. La première, c'est une autre licorne française après Mano Mano. Autre licorne qui conjugue à la fois de fortes ambitions à l'international, une approche profondément héroïste et un angle fort, celui de la responsabilité. J'ai nommé Vestiaire Collective et je vous propose d'écouter le témoignage d'Alexandre Briot, Head of Performance Marketing. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vestiaire Collective. Je suis Alexandre, je suis le Head of Performance Marketing chez Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, c'est une licorne française. On est une marketplace de vente entre particuliers de vêtements, accessoires de luxe de seconde main. On a la chance d'avoir une immense communauté de plus de 11 millions d'utilisateurs à travers le monde et cette communauté continue de grandir. On a fait une levée de fonds fin d'année dernière pour soutenir notre croissance et nos ambitions futures de croissance. On a recruté 150 nouveaux collaborateurs depuis le début de l'année et on s'apprête à se lancer en Corée en juin, ce qui est hyper excitant. Alors cette année, ça s'articule autour de 2 piliers. 1, l'internationalisation. 2, le lancement de notre campagne de repositionnement de marque autour du concept Long Live Fashion. Et donc pour nourrir nos ambitions de croissance, on a besoin de faire grossir notre chiffre d'affaires, d'améliorer notre rentabilité. Et du coup, ça nous pousse à toujours aller chercher plus de demandes de manière toujours plus efficace.
Très bonne question. Il y a des nouveaux annonceurs et des nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché tous les jours, donc on a besoin d'innover. Nous, l'automatisation, c'est vraiment au cœur de notre stratégie performance marketing. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de tester le nouveau format Performance Max avec l'objectif de croissance rentable. Performance Max, pour moi, c'est l'automatisation, machine learning au cœur de l'optimisation sur les budgets, sur les créas, sur les audiences. C'est la customisation. On peut vraiment régler tous les paramètres pour coller au plus proche de nos objectifs. Et enfin, le reach pour le côté multi-inventaire. Clairement, oui. Nous, on a l'habitude de smart shopping avec plusieurs inventaires, le réseau de recherche, display, YouTube et Gmail. Et avec Performance Max, on va encore plus loin avec Dynamic Search Ad, YouTube InStream, Discovery. Il y a Maps aussi, même si ça nous concerne moins. Et du coup, jouer avec tous ces inventaires et les combinaisons de toutes les créatives, on décuple les possibilités. Oui, on est très content, même si c'est jamais facile de venir modifier une stratégie gagnante, parce que nous, on fonctionne beaucoup sur Smart Shopping. Mais du coup, on a testé sur un marché cible de transférer une partie de notre budget Smart Shopping sur Performance Max. Du coup, on a quand même vu une augmentation de 38% de notre chiffre d'affaires, avec des dépenses à peu près similaires. Et donc, on se parle quand même de 34% d'augmentation du ROI. Alors maintenant, on va déployer cette stratégie sur tous nos marchés. On va affiner l'optimisation grâce aux signaux d'audience, grâce aux features de New Customer Acquisition pour affiner notre stratégie de prospecting. Et du coup, ça va nous dégager beaucoup plus de temps pour réfléchir à la stratégie et aux optimisations créatives. Ce test me confirme deux choses. Pour nous, automatisation rime avec performance et que l'innovation au cœur de l'ADN de Vestiaire Collective, c'est vraiment ce qui nous permet de challenger le statu quo et de garder une longueur d'avance. Voilà, on garde une longueur d'avance, on décuple les possibilités. On va maintenant se tourner vers un autre type d'acteurs, les retailers omni-canaux. Vous l'avez sans doute deviné, on va parler d'un autre outil, OmniBidding, cette solution qui permet d'implémenter le pilotage marketing véritablement omnicanal en intégrant la donnée magasin. Illustration avec Castorama. Pourquoi ? Parce que c'est un acteur leader de la maison qui, pour faire face à l'explosion de l'e-commerce, tout en s'appuyant sur son fort ancrage local, eh bien, a profondément revu son approche marketing ces 2 dernières années. Et c'est Romain Rouleau, directeur marketing de l'enseigne, que l'on va écouter tout de suite ensemble. Salut Romain, merci de nous accueillir ici au Castorama de Bondues dans la région lilloise. Quelques mois avant la crise sanitaire, tu rejoignais Castorama en tant que directeur marketing digital et client. 2 années et demie se sont écoulées. Qu'est-ce qui a changé pour Castorama et pour toi par rapport aux convictions que tu as maintenant, aujourd'hui, sur l'omnicanalité? J'ai vécu une période assez particulière parce que je suis arrivé en août 2019. Environ 7-8 mois après est arrivée la première crise du Covid, un chamboulement pour tout le monde. Et dans cette logique de transformation et d'omnicanalité qui était un enjeu important pour les retailers, c'était une période absolument dingue, complètement accélérée, avec une multiplication folle en 2 ans et demi de 4 fois nos ventes e-commerce. Et on peut dire grosso modo qu'on a atteint ce qu'on devait atteindre 3 ans plus tôt que ce qui était prévu. Donc c'est une période un peu particulière, évidemment très compliquée pour les Français, pour les Européens, mais par rapport à la transformation qui est très accélérée. On l'a fait évidemment avec l'accompagnement des équipes Google, des équipes Waze. Quelques exemples, les campagnes LIA qui nous permettaient notamment de lier la recherche online avec la recherche du stock dans le magasin préféré du client, et avec les équipes Waze, puisqu'on a 92 magasins répartis dans toute la France. Nos clients majoritairement viennent en voiture dans nos magasins, et donc arriver à les capter lorsqu'ils sont sur leur chemin pour leur pousser la bonne offre au bon moment était un enjeu clé et un accompagnement de la transformation et de l'omnicanalité. Nous sommes ici dans le rayon cuisine, qui est une catégorie qui est très omnicanale. Tu as l'ambition d'accélérer la transformation omnicanale de Castorama grâce au marketing, et ta conviction, c'est que ça passe par un pilotage média omnicanal, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un moyen pour Castorama de faire la différence, et où en êtes-vous à date sur ce sujet-là? On est sur une activité, l'amélioration de la maison, le DIY, qui se compose en 2 blocs. Des achats très transactionnels, très simples, qui peuvent se faire massivement en ligne,
et des achats plus complexes qui sont liés à des projets avec une logique de repos long et dans lequel l'inspiration et le parcours, le passage du on et du off sont assez complexes. Donc on a besoin de mesurer et surtout de sentir le moment de recherche, qu'il soit online ou qu'il soit offline, pour amener où? Dans un achat en magasin, dans un achat en ligne, mais également potentiellement dans nos centres de vente à distance. On a des agents qui aujourd'hui vendent des cuisines complètement à distance. Et donc quand on regarde une gamme comme celle que vous voyez ici, une cuisine comme celle-ci, on a besoin vu le montant des investissements, de le faire de manière beaucoup plus fine et de mesurer l'incrémentalité et l'investissement et la rentabilité de nos investissements. Et donc on l'a fait un test grandeur nature avec Google pour mesurer l'omnibidding, l'omnicanalité de nos investissements. Et on a été chercher un ROAS incrémental de 9,5, ce qui est assez conséquent, et surtout un chiffre d'affaires globalement en hausse de près de 2% pour l'enseigne, quel que soit le canal. Alors Romain, sur la base de ces super résultats, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les prochaines étapes de la transformation omnicanal de Castorama et surtout les clés pour tenir ce cap? Alors cette transformation, elle passe déjà par un repositionnement de l'enseigne qu'on a démarré au printemps 2021, il y a un peu plus d'un an, avec une nouvelle signature, Changer nous fait avancer, un repositionnement autour du changement positif et responsable, et globalement autour d'une digitalisation des services et du parcours client. Donc ça veut dire beaucoup plus de complémentarité entre les canaux, l'accompagnement se fait de plus en plus, on l'a vu sur des projets, on l'a vu sur de la transaction, et on essaye de continuer à innover et d'accompagner nos clients. Et l'une des innovations qui va arriver bientôt auprès de nos clients, ça tourne autour du service que l'on voit ici, qui est la peinture sur mesure, qui est un service exclusif à Castorama, qui permet de scanner un objet et d'avoir son pot de peinture exactement dans le coloris de son objet. Ce service, qui est uniquement disponible en magasin aujourd'hui, sera très bientôt, dans les semaines à venir, disponible en ligne, où on pourra scanner avec une photo un objet, et le pot de peinture sera ou livré chez soi, ou disponible en drive dans le magasin de préférence. Et donc ça montre bien notre capacité à continuer à innover et accompagner de manière omnicanale nos clients. Merci beaucoup Romain. Au nom des équipes Google, nous tenions à vous remercier et surtout à l'accueil du magasin de Castorama Bondu. Merci encore et à très bientôt. Merci à toi, merci à Google. Innover, accompagner de manière omnicanale nos clients. On vient de voir deux déclinaisons ensemble de machine learning appliquées à des business models radicalement différents, c'est-à-dire deux façons d'aller chercher cette fameuse intention de manière la plus efficace possible, si elles sont dans la continuité de solutions qui existaient déjà, comme Smart Shopping Campaign. Ces deux solutions représentent pour autant un changement significatif pour les annonceurs, mais aussi pour les agences qui les accompagnent. Et pour en discuter, eh bien, François, tu es revenu sur scène aux côtés de Stéphane Lévy, président de l'agence Labellium. Et je vous laisse la scène. Merci Charlotte. Bonjour Stéphane. Bonjour François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir. Je voulais commencer par une petite question. D'abord, comment vas-tu? Très bien. Très bien. Un joli lieu comme ça, se retrouver tous ensemble, soit pas à travers un écran, vraiment un bonheur. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors, tu es fondateur de Labellium et tu es aussi président de ce groupe incroyable, une agence de performance digitale internationale. Là, on va essayer de parler un petit peu du métier de l'agence qui a fortement évolué depuis 10 ans. Il y a eu l'évolution du consommateur, l'évolution de la réglementation et puis l'évolution de la technologie. Et je voudrais peut-être focuser un petit peu plus la discussion sur peut-être un exemple concret. On parle de Performance Max, qui est un produit nouveau, une vraie révolution quelque part. Et je voulais savoir comment une agence comme Labellium appréhende cette arrivée d'un nouveau produit. Côté Performance Max, ça a été différent un peu, enfin des sentiments qu'on a vus dans les vidéos, tout le monde a l'air très content. Côté agence, on a eu très peur en fait. Au moment de l'annonce de Performance Max il y a un an, il y avait environ 600 personnes chez Labellium, 200 personnes qui géraient du search, et on s'est dit mince, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Spoiler alert, maintenant on a à peu près 1000 personnes un an après, donc tout s'est bien terminé, mais il y avait vraiment l'inquiétude qui prédominait avant tout. D'accord. Et côté annonceur? Côté annonceur, apparemment très heureux, mais avant d'être très heureux, il y a d'abord eu de la colère. Je vais dire colère, ils vous ont insulté en fait. Non, il faut être concret, c'était vraiment un sentiment de colère. J'ai essayé de traduire pourquoi cette colère. Je pense que c'est la perte d'un acquis social marketing. C'est vrai que Google est arrivé en France avec cette promesse de tu peux choisir tes ciblages en tant que marketeur, tu peux choisir ta créa, tu peux choisir ta page d'arrivée, et si tu fais plaisir aux consommateurs, tu paieras moins cher et tu seras plus diffusé. Performance Max arrive, tout cet acquis social, finalement, on nous le retire. Donc, à mon avis, une frustration. Deuxième réaction après la colère, l'avarice. L'avarice, pourquoi? J'aime bien dire que finalement, Google, c'est la Formule 1 de l'acquisition.
Formule 1 de l'acquisition, avec une vraie égalité des chances, que tout le monde avait la même Formule 1. Ce qui veut dire que monsieur et madame Tillet, c'était l'épicier à côté de chez moi quand j'étais petit à Athis-Mons, pouvaient être juste à côté de Carrefour au niveau des annonces Google, simplement parce qu'ils avaient bien compris la méthodologie. Avec Performance Max, finalement, le message qui passe, c'est plus besoin de pilote automatique. Donc avant, le rôle de l'annonceur, c'était de trouver le meilleur pilote possible. Grâce à Performance Max, plus besoin de pilote. Et donc l'avarice est arrivée, on va faire des économies, on va couper le pilote, que ce soit l'agence ou l'équipe interne. Après, il y a une certaine prise de recul, et la prise de recul, c'était finalement de dire, mais on a tous la même voiture, mais maintenant on a tous le même pilote automatique. Et si on a tous le même pilote automatique, les différences vont se faire sur tout ce qui se passe à côté. Un peu à l'image d'une écurie de Formule 1, on va devoir se concentrer sur la qualité du flux, par exemple. On va devoir se concentrer sur les informations qu'on va partager au niveau audience, quel est le choix des conversions à faire. Et donc le métier a totalement changé. D'accord. Et du coup, ça a conduit Labellium, d'un point de vue organisationnel, à faire quel changement? Comment vous avez appréhendé cet aspect-là? Je pense que les plus gros changements ont été côté annonceur, en fait. Performance Max, à partir du moment où tu as un pilote automatique, il y a une règle qui est importante, il ne faut pas mentir à son pilote. Si vous mentez au pilote, vous ne serez pas le premier à la liste sur la ligne d'arrivée. Ça impacte grandement l'organisation. Je vais donner des exemples concrets. Quand j'ai un rendez-vous chez un client retailer et je lui dis on va activer le store visite, tu vas voir, c'est génial, et que la réponse est je suis hyper emmerdé en fait, parce que imagine, ça fonctionne, on va me retirer mes budgets, on va le donner au marketing physique. Ça, c'est un vrai problème. Identiquement, à partir du moment où tu es sur un système automatisé, plus les flux sont importants, plus la qualité des flux est là et plus le temps réel est là, plus ça va fonctionner. Un gros problème, souvent, c'est la position dogmatique de certaines personnes. Je ne veux pas partager mes données avec Google, je ne veux pas partager mes données clients avec Google. Vous pouvez faire ça, c'est mentir à votre pilote, et votre pilote automatique va aller au plus simple et donc finalement essayer d'aller chercher des clients avant tout, ce qui ne sait pas ce qu'est un client, ce qui est un non-client. Et après, la dernière contrainte, je pense, en dehors de la problématique organisationnelle et de la problématique plus de position dogmatique, ça va être les freins techniques. Si vous voulez que Google vous rapporte de la marge, il faut pouvoir communiquer votre marge en temps réel à Google. J'ai beaucoup de clients qui sont dans la capacité aujourd'hui de donner leur marge à Google. Et donc, le pilote automatique va aller au plus simple et vendre des produits avec des moindres marges. Identiquement, si vous n'êtes pas capable de donner les données de retour à Google, Google va aller chercher monsieur ou madame Michu qui commande 5 paires de bottes et qui vont envoyer 4. Mais comme vous envoyez juste l'information du chiffre d'affaires, mais pas le retour au niveau des produits retournés justement, le bidder, lui, va se concentrer sur ce panier moyen qui a l'air colossal. Le gros danger qu'il y a, c'est si un autre annonceur à côté de vous, lui, a ce pouvoir de renvoyer l'information, le bidder va l'aider à aller chercher des personnes qui ne retournent pas les produits, et c'est vous qui allez faire la voiture balai en récupérant ces commandes-là. Donc le point principal, c'est d'essayer de nettoyer, pour moi, ce que j'appelle le Frankenstack. Au fur et à mesure des années, vous avez accumulé de plus en plus d'outils marketing. Vous devez avoir peut-être 4-5 outils, 3-4 éditeurs différents. Les outils n'arrivent pas à communiquer. C'est le moment où vous avez finalement vos résultats Google dans un fichier Excel à côté, et vous n'êtes pas capable de le réconcilier. Si vous ne donnez pas l'information à Performance Max, l'outil sera perdu. Donc il faut nettoyer ce que j'appelle le Frankenstack, c'est votre stack marketing qui ne ressemble plus à rien, les outils ne communiquent plus, vous allez vous prendre un mur. Alors là, c'est la partie technique et la partie outils. Il y a la partie aussi humaine, en fait. Tu parles beaucoup des données. D'un point de vue compétences techniques, profil, comment on fait aussi évoluer ces compétences, que ce soit chez l'annonceur ou chez l'agence? Je pense que si tu dois faire une annonce sur LinkedIn pour recruter une personne en charge du Performance Max, ça va être « Bonjour, nous recherchons aujourd'hui notre nouveau responsable Performance Max. Les compétences nécessaires sont… » Et là, tu vas avoir un inventeur à la Prévert, parce que pour faire finalement un bon Performance Max, on va devoir maîtriser le référencement naturel, l'ergonomie, la maîtrise des flux produits, des flux de pages, des flux Google My Business. Il faut maîtriser un peu tout ce qui est créa, donc une petite touche de Photoshop, maîtriser le motion design, parce qu'il faut faire des vidéos. Il faut maîtriser la data, les conversions, les audiences. Si la personne sait faire du PowerPoint, du Google Slides, ça fera un vrai plus. Si la personne est bonne communicante, ça sera génial. On va lui demander de parler anglais. Et une deuxième langue étrangère serait un vrai plus. Donc on s'est tous mis à rechercher finalement les Léonard de Vinci du Performance Max ou les décathloniens du Performance Max. En parlant de décathlon, on a une chance en France, on a le champion du monde de décathlon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Kevin Mayer, ça vous dit quelque chose? Kevin Mayer, quand on prend après discipline par discipline, en lancer du javelot, il lance à 70 mètres. Le champion du monde individuel lance à environ 100 mètres. En lancer du disque, Kevin Mayer va lancer à 50 mètres. Le champion du monde individuel va lancer à peu près à 75 mètres. Et là, vous voyez où je veux en venir. Sur chacune des disciplines, Kevin Mayer est environ 30% moins performant que le champion du monde. Donc, on cherche à la base
des champions du monde multidisciplinaires, mais en fait, c'est une erreur. Si on veut vraiment performer au niveau de Performance Max, il va falloir chercher le champion du monde individuel dans chacune des disciplines. Comme on est dans une épicerie-restaurant, je vais le présenter différemment. Si vous allez dans un restaurant qui propose à la fois crêpes, pizza, choucroute, kebab, vous savez que le sushi ne sera pas forcément le meilleur de la ville. Et c'est un point relativement important. Après, l'annonceur va peut-être réagir en se disant « je veux avoir absolument le champion du monde dans chacune des disciplines ». Je pense que ce sera très coûteux. Et l'autre second problème, c'est qu'un champion du monde en sport individuel, s'il est tout seul, son niveau va régresser. S'il n'a pas des sparring partners, son niveau aussi va régresser. Donc je pense que ce n'est même pas rationnel de chercher à constituer cette équipe-là. Et je pense que la conviction maintenant, c'est qu'il va y avoir une sorte de mode hybride entre l'agence et l'annonceur, où l'agence va devoir mettre à disposition ses talents pour compléter les éventuels trous en sous-traitance qu'il y a au niveau de l'annonceur, ou pour être en sparring partner pour continuer les équipes internes à s'entraîner. Donc finalement, auparavant, on devait mettre à disposition des pilotes ou des copilotes au niveau de l'agence. Maintenant, on va mettre à disposition des directeurs d'écurie ou des assistants au directeur de l'écurie et des spécialistes pour chacun des métiers. Et c'est là où on a fait pivoter notre modèle au niveau de l'Abellium pour créer un modèle que j'appelle Agency as a Platform, où nous cherchons finalement, un peu comme sur le mobile, les différents métiers qu'on a cités pour Performance Max, c'est les applications sur le mobile. Le changement de langue correspond à nos différents bureaux à travers le monde et un système d'exploitation qui permet à tout de communiquer ensemble. Voilà. Écoute, formidable image de l'évolution du métier de l'agence. Peut-être pour conclure, une dernière question, on sort de Performance Max. Okay. Pour aller, Tiffaine a parlé du mix marketing online-offline en disant directionnellement, pour un acteur omnicanal, c'est à peu près 60% de digital et 40% d'online. Pour vous, en tant qu'agence, quelle est votre approche par rapport à ce mix média et votre recommandation? Je ne sais pas si c'est une recommandation, mais la notion de digital et offline est de plus en plus compliquée. Quand je vais faire de la TV adressée, est-ce que c'est du offline ou du online? Quand je fais de l'affichage extérieur, des OOH, est-ce que c'est du digital ou du offline? Quand je fais de la publicité sur de la box, de la TV adressée, est-ce que c'est du online ou du offline? Donc ce ratio 60-40 pour moi déjà est compliqué à appréhender, mais en fait ça m'a donné une idée d'écouter Tiffaine tout à l'heure. Historiquement, un annonceur qui veut à la fois avoir le online et le offline dans l'agence était obligé d'aller chercher l'agence offline, et le online allait être la conséquence du choix de l'agence offline. Maintenant qu'on a ce ratio 60-40, j'ai envie de dire, il va falloir créer quand même de mon côté une agence offline et qu'on soit peut-être l'agence de destination online et que le offline soit juste la suite du choix d'une agence online. On va suivre l'aventure Labellium avec ce message de conclusion. Merci beaucoup Stéphane. On a beaucoup parlé de la manière dont les retailers peuvent capter l'attention. Question, qu'est-ce qu'on fait quand l'attention n'existe pas? Comment on la crée? Alors, c'est une bonne question, effectivement, quand l'intention n'est pas encore là. En fait, je vais prendre un jeu de mots, mais c'est l'inspiration qui compte. En fait, on a aujourd'hui chez Google une plateforme qui porte beaucoup d'inspiration, et Nicolas l'a mentionné, c'est YouTube. On a des tutos, on a des shorts, on a des live shopping, on a tout un tas d'éléments qui permettent d'accompagner les consommateurs, futurs consommateurs, dans leur phase d'inspiration. Et je vais donner juste un exemple, c'est Lollipop. Lollipop, peut-être certains ou certains d'entre vous connaissent Lollipop. Elle s'est lancée sur YouTube, c'est une youtubeuse en 2019. Elle a 26 ans, c'est une mère de famille, et elle a créé ce qu'on appelle des vidéos Shop With Me, donc c'est ce qu'on appelle en français retour de course. Donc elle vit ses routines d'achat en ligne ou d'achat dans les magasins qu'elle partage sur YouTube. 100 000 vues à chaque vidéo. Depuis 2019, c'est 37 millions de vidéos vues, et c'est tout un tas d'éléments qui permettent d'inspirer quand l'intention n'est pas encore là. Bon, tu as fait tout seul, à ma place, la transition pour la vidéo qui suit et qu'on va voir, puisque on va parler de Back Market qui s'appuie précisément sur YouTube pour à la fois générer les ventes, mais aussi installer sa marque, notamment à l'étranger. Vous allez le voir, Magnéto. Coucou, c'est Back Market. Back Market est une place de marché de produits électroniques reconditionnés présents dans 16 pays. Et notre ambition, c'est de créer une tech durable et circulaire. On a un ADN au marketing très perf. On est très héroïste. La vidéo, c'est une opportunité pour nous de combattre les derniers freins qui peuvent rester chez les consommateurs vis-à-vis du reconditionné. Alors historiquement, on utilise YouTube à la performance, en fil rouge, avec beaucoup de créa qui tournent. Comme tous les appareils tech vendus sur Back Market, ce téléphone a été soigneusement testé et fonctionne comme un neuf. 94% des produits électroniques vendus sur la planète sont neufs. 17%
10% uniquement des déchets électroniques sont recyclés. Ça veut dire que tout le reste part soit à la benne, soit est incinéré. En début d'année, l'ADEME a publié le résultat de 3 ans de travail pour essayer de démontrer et de chiffrer l'impact positif d'un achat de produits électroniques reconditionnés. Et les chiffres nous ont absolument bluffés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, acheter un smartphone reconditionné, c'est économiser plus de 68 000 litres d'eau. Ça a complètement changé la donne et c'était une opportunité unique de créer une grande campagne de marque et d'aller porter ces chiffres haut et fort dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent. Et donc pour lancer cette campagne, YouTube s'est imposé comme une évidence pour atteindre tous les consommateurs à qui on voulait parler dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent. En achetant un smartphone reconditionné plutôt qu'un neuf, vous réduisez son empreinte carbone de 91%. Mais on va plutôt vous faire un dessin. En achetant un smartphone reconditionné plutôt qu'un neuf, vous réduisez son empreinte carbone de 91%. Salut, c'est Quentin, Media Manager chez Back Market. Chez Back Market, on utilise YouTube dans un objectif de performance pour capter de la visite et des intentionnistes. Mais pas seulement. YouTube nous sert également à développer la notoriété de notre marque. On a 2 types de stratégies qu'on adapte en fonction de la maturité de la marque dans le pays et de notre stratégie média locale. La première stratégie, c'est quand YouTube est le média socle de notre stratégie de communication dans la mesure où il nous permet de toucher 90% des 18-49. C'est une stratégie qu'on utilise pour toucher majoritairement des jeunes, des urbains et des cibles digitalisées. Le petit truc en plus, c'est qu'en complément de YouTube, on utilise de l'affichage plutôt que de la télé. Ça nous permet de saturer l'espace local et de maximiser la répétition du message online et offline. Notre deuxième stratégie, c'est d'utiliser YouTube comme média complémentaire à nos autres canaux. On a 2 indicateurs clés de succès, le lift de notoriété et le coût par utilisateur lifté. Et comment on obtient ces informations? Via l'outil Brand Lift Survey qui est disponible dans la plateforme YouTube. Cette stratégie, elle s'est révélée super efficace sur notre dernière campagne ADEME. Si je prends un exemple concret, à Londres, on a réussi à toucher 80% de notre cible avec une répétition moyenne de 7. Et d'un point de vue branding, les résultats observés sont super positifs également. On a des uplifts de notoriété et de considération qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne. Salut, c'est Meryl de chez Back Market. Un autre exemple concret d'activation média, c'est notre utilisation de YouTube sur des pushs efficaces durant de courtes périodes. On a une valeur cardinale chez Back Market, c'est le sabotage. On existe pour disrupter l'industrie du neuf. Et le 22 avril, c'était le Earth Day. On a voulu prendre la parole à cette date importante pour pousser un message fort et fidèle à nos valeurs. Chez Apple, dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Mais non. Le même téléphone, pas cher, et en plus de ça, la démarche fait du bien à la planète. L'objectif de la campagne était de maximiser le reach le jour de Earth Day, puis de générer de l'engagement et de la viralité autour d'une audience cible tech et green en France, au UK et en Allemagne. On voulait absolument utiliser le masthead pour atteindre notre objectif de reach. D'ailleurs, à noter les résultats impressionnants sur la Connected TV, 50% des impressions proviennent de cet appareil et le taux d'engagement est bien supérieur aux autres. Avec une vidéo aussi longue, il était primordial que notre campagne soit vue à 100% par le maximum de personnes. Et le résultat est au rendez-vous. 40 millions d'impressions, tout pays confondu, un taux de vue de 40% et 1/3 des utilisateurs qui ont visionné notre vidéo jusqu'au bout, et d'excellents retours dans les commentaires YouTube. En somme, YouTube, c'est notre meilleur allié pour combattre le neuf, créer une marque internationale, tout en gardant notre ADN de performance. Voilà, reach, viralité, stratégie hyper disruptive, on vient de le voir en image. Ben voilà, on arrive à la fin et je vais te laisser logiquement la parole. D'abord, un immense merci à Charlotte qui a animé brillamment cette soirée. Je voulais aussi, on peut l'applaudir effectivement. Merci Charlotte. Je voulais aussi remercier tous les intervenants, les équipes Google et puis nos partenaires et clients, et en particulier à ceux qui sont présents aujourd'hui, Stéphane et Céline. Merci beaucoup à vous. On peut vous applaudir aussi pour cette... Et puis aussi conclure pour vous tous et toutes, nos partenaires, nos clients, commerçants et marques, pour la confiance que vous nous donnez depuis plusieurs années. Ah, vous le savez, chez Google, c'est l'intention qui compte, et à partir d'aujourd'hui, mais comme on le fait depuis longtemps, pour les semaines et les mois, vous pouvez compter sur nous tous.